Hello à toutes et à tous, bienvenue dans cette traditionnelle vidéo de bilan de fin d'année 2019, les meilleurs films et les meilleurs albums. Cette année j'ai essayé de voir le maximum de choses, j'ai essayé d'écouter le plus d'albums possible et tout ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo ne reflète que mes goûts personnels bien évidemment. Eh bien c'est parti! À la 10e place, The Last Black Man in San Francisco, film réalisé par Joe Talbot, qui est le fils de David Talbot, un célèbre journaliste aux États-Unis qui a l'habitude de collaborer avec le Time ou encore le New Yorker. Ce film, c'est l'histoire de deux potes qui vivent à San Francisco et qui un jour passent devant une vieille maison victorienne et en passant devant, un des deux potes dit à l'autre tu vois, cette maison, elle a été construite par mon grand-père, je crois en 1946, un truc comme ça, et aujourd'hui les occupants s'en occupent très mal et en gros cette maison perd de sa valeur. Du coup, il se met en tête de reproduire cette maison à l'identique comme elle l'était en 46 et voilà, je peux pas en dire plus pour pas vous spoiler. C'est un très beau film sur le temps qui passe, un sujet que j'affectionne beaucoup, mais pas seulement, c'est aussi un sujet qui aborde le changement des villes en même temps que le changement des hommes, à savoir que les villes évoluent en même temps que les gens qui la composent, et c'est assez intéressant. C'est également un film sur l'amitié, c'est vraiment bien filmé, c'est un tout premier film, la première réalisation de Joe Talbot, et c'est assez étonnant, c'est un film produit par Brad Pitt. Et voilà, un film que je vous conseille énormément. Je ne sais pas s'il est sorti en France, parce que c'est un film que j'attendais depuis longtemps et que j'avais regardé de manière illégale et à checker. Mais en tout cas, un film vraiment vraiment beau qui méritait d'être dans mon top 10 cette année. À la 9e place, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch. L'histoire d'une petite ville qui voit ses morts sortir de terre un peu partout. Un film de zombies en somme, mais avec la patte de Jim Jarmusch. C'est un film qui est très drôle, mais qui est aussi très mélancolique, très lent, très poétique, et qui au final s'avère être assez déprimant. Je me souviens qu'après être sorti de la salle et en marchant pour rentrer chez moi, je repensais de plus en plus au film, et à force d'y penser, naissaient en moi des sentiments que j'avais pas forcément éprouvés durant la projection. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un film qui était profondément misanthrope, très pessimiste, et comme je l'ai dit juste avant, hyper déprimant. Et vraiment, quand je repense à ce film, ça me fait un truc assez bizarre, et je me voyais pas le mettre à l'écart de ce classement, parce que pour toutes ces émotions-là, c'est un film qui m'a marqué cette année. À la 8e place, Le Daim de Quentin Dupieux. L'histoire d'un mec qui achète une veste en daim, somme toute assez quelconque, une fortune, et qui est persuadé que cette veste en daim fait de lui un type terriblement irrésistible. Finalement, un peu comme The Dead Don't Die, c'est un film qui est profondément drôle, mais également profondément déprimant. Perso, j'aime beaucoup le cinéma de Quentin Dupieux parce que tous ses films sont des propositions singulières, et dans le paysage cinématographique français, c'est rare de trouver des réalisateurs qui possèdent une patte aussi identifiable. À côté de ça, mention spéciale à Jean Dujardin qui est formidable dans le film, et également à Adèle Haenel qui est actuellement peut-être une des 3 meilleures actrices françaises. À la 7e place, The Irishman de Martin Scorsese. Un film sur les rouages de la mafia, raconté du point de vue de Frank Sheeran, qui était un tueur à gages et qui a officié pour le célèbre dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Et d'ailleurs, si vous avez aimé The Irishman, je vous conseille le film Hoffa, film réalisé par Danny DeVito en 92, qui raconte également l'histoire de Jimmy Hoffa, et cette fois-ci c'est Jack Nicholson qui joue Hoffa et non Pacino. Ce film, c'est une véritable fresque, comme sait les filmer formidablement Martin Scorsese. Il y a un sentiment doux amer quand on regarde ce film, comme si c'était une forme d'adieu au genre, ce genre qui a en partie fait Scorsese, donc les films de mafia, Casino, Les Affranchis, etc. Là, on a le sentiment qu'il a voulu dire au revoir à ce genre-là. D'ailleurs, la preuve, c'est ce casting, Joe Pesci, De Niro et Pacino, qui sont plus en fin de carrière qu'en début de carrière. Il y a cette réunification de tous ces talents au sein du même film. Et d'ailleurs, en parlant des acteurs, je sais que ça a prêté à débat le rajeunissement des visages. Moi, je pense que ça aurait été une bonne idée de mettre des acteurs jeunes pour faire Pesci, De Niro, Pacino, et de garder ces 3 acteurs quand ils sont vieux. Mais en même temps, les avoir sous la main, pourquoi pas tenter ces techniques de rajeunissement. En fait, je suis assez partagé. Le problème, c'est qu'à certains moments, ça me sortait du film parce que les visages étaient rajeunis, mais les mouvements du corps ne suivaient pas. Par exemple, il y a une scène où, sans spoiler, il y a une scène à un moment où De Niro entre dans une épicerie pour frapper un épicier qui a mal parlé à sa fille. Donc, il a le visage rajeuni et il frappe cet épicier. Il a un visage jeune, mais en même temps, il a les mouvements d'un type de 70-80 ans. Donc, il y a un truc qui fonctionne pas trop. Voilà, ça m'a pas sorti tant que ça du film. J'ai trouvé que c'était un très très bon film de Scorsese.
Je l'ai moins aimé que Casino et Les Affranchis, si on fait un comparatif avec ce genre de film-là. Mais ça reste quand même un grand film avec un gros travail de reproduction, avec une bande-son géniale comme dans tous les films de Scorsese. Et voilà, voir un film comme ça avec des acteurs aussi talentueux, réalisé par un type aussi talentueux, bah, c'est une chance en vrai. À la 6e place, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Film qui suit deux personnages forts, un acteur interprété par DiCaprio et son cascadeur interprété par Brad Pitt dans le Hollywood de la fin des années 60. Ce film, c'est un véritable hommage au cinéma et je pense le film le plus personnel de Tarantino. En gros, c'est un film limite un peu autobiographique parce qu'il nous explique un peu l'enfance de Tarantino, tout ce qu'il a aimé étant enfant, tout ce qu'il a vu étant enfant, on le voit dans ce film. Et d'ailleurs, le travail de reproduction est incroyable. Je me souviens quand j'ai vu le film, j'étais littéralement en 1969. Il y a un souci du détail qui est incroyable, une reproduction folle. Et ça, c'est peut-être la chose la plus épatante dans le film, ce sentiment d'immersion totale. C'est assez incroyable. Et voilà, la prestation des acteurs est incroyable. DiCaprio, mais surtout Brad Pitt, que j'ai trouvé extraordinairement charismatique dans ce film. Et voilà, je sais qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément aimé ce film, qui l'ont trouvé trop long. Moi, très sincèrement, si ça avait pu durer 2 heures de plus, j'aurais été ravi parce que j'ai eu le sentiment de faire un bond en arrière et de me retrouver en 69. C'est un film aussi qui nous démontre que Tarantino a une culture du détail, une culture cinématographique extraordinaire. Et je pense que c'est le film avec le plus de références dans sa filmographie. Et rien que pour ça, ça me donne envie de le revoir pour redécouvrir telle scène que j'aurais pu louper ou non. Et voilà, assurément un des grands films de l'année. À la 5e place, Parasite de Bong Joon-ho. Alors, difficile de ne pas spoiler ce film, même avec un petit synopsis, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vais pas vous raconter ne serait-ce qu'un semblant d'histoire. Parasite, c'est un des grands films de l'année, forcément. Palme d'Or mérité à Cannes. Ce film, c'est une satire sociale bien amenée, avec un scénario imprévisible et extrêmement bien écrit. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est son sujet, le rapport des classes. Là, en l'occurrence, avec une famille très riche et une famille très pauvre. Ce qui est bien avec ce film, c'est que c'est jamais cliché. Ça pourrait être lourd, ce genre de sujet, mais là, c'est extrêmement bien écrit. De mémoire, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas été autant happé par un film. Quand je vais au cinéma, je ne regarde pas les bandes annonces avant, j'essaie de ne pas lire les synopsis, donc je ne savais rien du film et j'ai trouvé le suspense incroyable. Et finalement, le suspense au cinéma, c'est devenu assez rare. Le suspense, c'est un truc qu'on vit en regardant des séries parce qu'ils aiment appuyer sur les cliffhangers et au cinéma, c'est devenu un peu rare. Il y a eu des grands films à suspense que j'ai vus dans ma vie, comme The Game, pas mal de films de Fincher finalement. Mais là, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce truc au cinéma, de ne pas savoir ce qui va se passer, et voilà, et d'être happé et de tenir mon siège. Et rien que pour ça, j'ai trouvé ce film formidable. À la 4e place, Le Traître de Mario Bellocchio. Alors Mario Bellocchio, c'est un réalisateur italien qui a l'habitude de créer la polémique en Italie à cause des sujets qu'il choisit et de la manière dont il les traite. Ici, il s'intéresse à la mafia italienne, en l'occurrence la mafia sicilienne, la Cosa Nostra, et le début de guerre qui régnait dans les années 80 entre différents parrains de la mafia. Suite à ces guerres intestines, il y a un type qui a été arrêté par la police, un mec qui s'appelle Tommaso Buscetta, et ce Tommaso Buscetta, en fait, il va briser cette fameuse loi du silence qu'il y a dans la mafia, et il va balancer tout le monde. Je connaissais rien de cette histoire, ce qui m'a fait encore plus apprécier le film, et une des raisons pour laquelle j'ai vraiment aimé Le Traître, c'est pour son traitement de la mafia, justement. Parce que dans les films de Coppola ou de Scorsese, les mafieux, ils sont plutôt cool, ils sont plutôt badass, etc. Et là, en fait, pas du tout. Ça montre une mafia sans valeur, pas du tout éduquée, sans parole donnée, sans rien. C'est vraiment brut. Ça donne pas du tout envie de faire partie de cette famille qui est la mafia. Et du coup, c'est ce que j'ai aimé, en fait. Ça montre la mafia italienne, cette fois-ci, pas américaine. Et c'est sale. Et voilà, c'est vraiment un film qui fait froid dans le dos. Et vraiment, ça m'a donné envie de me renseigner sur la mafia italienne. Après, j'ai fait plein de recherches, etc. Et c'est ultra passionnant. À la 3e place, The Lighthouse de Robert Eggers. L'histoire de deux gardiens de phare qui prennent le relais sur une île éloignée de la Nouvelle-Angleterre à la fin du 19e siècle. C'est un film réalisé par un jeune réalisateur de 36 ans, Robert Eggers donc, qui en 2015, pour son premier film, avait déjà réalisé un super film, The Witch, qui m'avait beaucoup marqué. Et je suis épaté par le talent de ce mec. The Lighthouse, je l'attendais depuis longtemps parce que j'ai toujours été très attiré par l'univers marin, les phares, les côtes sauvages, ce genre de délire. Et
il m'arrive moi-même de prendre la mer, comme vous pouvez le voir sur cet extrait. Je vous rassure, le film est beaucoup plus épique que ça. The Lighthouse est donc un huis clos, filmé en 4/3, noir et blanc, donc un film qui devient très rapidement extrêmement oppressant. C'est un film sur l'isolement, sur la folie, avec pas mal de sous-lectures, pas mal de métaphores. Moi personnellement j'ai trouvé ça très beau, il y a des plans qui sont époustouflants au niveau visuel, et les acteurs sont extraordinaires. Je pense à Willem Dafoe qui est extrêmement bon, et aussi à Robert Pattinson qui fait des choix de carrière vraiment très bons. The Lighthouse c'est donc un film qui m'a beaucoup marqué, que j'ai trouvé très onirique, très beau visuellement, et je pense qu'il va me marquer pour pas mal d'années. À la deuxième place, Marriage Story de Noah Baumbach. Un réalisateur que j'aime beaucoup, j'ai pratiquement aimé tous ses films, de Les Bergman se séparent à Francesa par exemple. Dans ce film, on suit un couple qui s'est beaucoup aimé et qui finalement se déchire suite à un divorce qui est très difficile à vivre. Si j'ai autant aimé ce film, c'est pour son écriture, et ça c'est une marque de fabrique chez Noah Baumbach, mais aussi pour l'interprétation de ses acteurs, Adam Driver et Scarlett Johansson en figure de proue, mais aussi les seconds rôles, Ray Liotta qui était assez bluffant dans ce film, et surtout Laura Dern qui est fantastique, elle crève l'écran. Il y a pas mal de scènes qui sont marquantes dans ce film. Pour ceux qui l'ont vu, la scène de la coupure, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas vraiment un spoil, ça va pas vous parler. Mais voilà, après avoir vu, j'étais vraiment dans une ambiance Marriage Story, c'est-à-dire que j'arrêtais pas de repenser au film, à certaines scènes, et vraiment quand je l'ai vu, je me suis dit, ce film il est dans le top 3 à la fin de l'année, pour toutes les raisons que j'ai citées, voilà, mon amour pour Noah Baumbach, la prestation des acteurs, l'écriture. En fait, c'est un ensemble qui fait un film qui, pour moi, frôle la perfection. Et enfin, à la première place, Uncut Gems des frères Safdie. Alors, ce film, ça fait des mois et des mois que je l'attends, et il est sorti aux États-Unis il y a quelques semaines, début décembre 2019, et ça fait des semaines que j'essaie de le trouver. C'était très compliqué, très difficile, mais j'ai enfin réussi à le voir et j'ai trouvé ça extraordinaire. Depuis quelques années, je suis très fan des frères Safdie. Je trouve qu'ils ont une patte vraiment singulière. J'avais adoré leur film Good Time en 2017, qui était d'ailleurs dans mon classement. J'ai rattrapé mon retard, j'avais revu leurs autres films. Et en les voyant, je me suis dit, waouh, ils ont vraiment leur style à eux, quoi. C'est visuellement explosif, ça va avec la musique de Oneotrix Pond Never, qui a l'habitude de bosser avec eux. La photo est de Darius Khondji, qui était le chef-op de Seven, de Love City of Z, ou encore Panic Room et plein d'autres super films. Les gueules aussi, les Safdie aiment caster des mecs qui ont des gueules vraiment reconnaissables, vraiment particulières. Les saps sont ouf dans le film. En fait, il y a tout qui fonctionne bien. Il y a The Weeknd et Garnett qui jouent leur propre rôle. Et voilà, c'est vraiment un film qui vous prend par le col et qui vous lâche pas pendant 2 heures. Mention spéciale à Adam Sandler, qui à la base ne devait pas jouer ce rôle. C'était Jonah Hill qui était prévu. Mais pour des histoires de planning, il a dû décliner. Voilà, c'est tout simplement pour moi le meilleur rôle d'Adam Sandler. On a l'habitude de le voir dans des films comiques, bien qu'il avait déjà joué dans un registre assez différent dans Punch Drunk Love de P.T. Anderson. Mais là, voilà, pour moi, c'est vraiment son plus grand rôle, et j'espère qu'il sera déjà nommé et ensuite bien placé pour l'Oscar, même si cette année, il y a une grande concurrence. En tout cas, ce film est pour moi le meilleur de l'année. Voilà, c'était difficile de faire ce classement parce qu'il y a plein d'autres films qu'on aurait pu s'y trouver. J'ai pris mes petites notes, comme par exemple le Joker. Je fais partie de ceux qui ont vraiment beaucoup aimé le Joker parce que je trouve que c'est un film qui est à contre-pied de ce qui se fait en matière de films de super-héros depuis des années. Et puis la performance de Joaquin Phoenix est formidable. Une vie cachée qui n'est pas mon Terrence Malick préféré, mais qui reste un film magnifique, très beau. Le Mans 66, James Mangold à la réalisation, Christian Bale et Matt Damon, c'était forcément bon. Mais je ne m'attendais pas à voir un film aussi bien que ça. C'était vraiment extraordinaire. La Mule en début d'année, parce que pour moi, j'estime que c'est une chance de voir un film avec Clint Eastwood en 2019. Je trouve ça extraordinaire également. Ad Astra de James Gray, que j'ai trouvé très bon. Vice, avec une interprétation encore une fois extraordinaire de Christian Bale. C'est fou parce que je discutais avec Guillaume la dernière fois et en gros je disais, Bale c'est un mec et c'est un des rares acteurs à pouvoir jouer un mec différent par film. C'est-à-dire que parfois il y a des acteurs qui jouent un peu pareil. C'est-à-dire que Matt Damon est extraordinaire dans Le Mans 66 par exemple, mais il fait un peu du Matt Damon, quoi. Alors que Bale, il a un personnage différent par film, c'est assez bluffant. Midsommar et Us, qui sont les meilleurs films d'horreur de l'année pour moi. Et enfin, Diane, qui est un film qui m'avait beaucoup marqué. À côté de ça, je tiens à préciser que des films comme Mid-90s et La Favorite se trouvaient déjà dans mon classement en 2018, donc ils sont absents de ce classement, logiquement. Et que, pour anticiper les commentaires, j'ai vu Les Misérables.
J'ai trouvé que c'était un bon film, mais que c'était pas du tout le chef-d'œuvre annoncé. J'ai eu le sentiment que la presse et les gens en ont fait beaucoup trop sur ce film. Voilà, on peut passer aux albums. À la 10e place, Orange de Caroline Shaw. Un album de musique classique réalisé par une jeune femme de 37 ans talentueuse, Caroline Shaw donc, qui avait reçu le prix Pulitzer de la musique lorsqu'elle avait 30 ans. Je trouve ça très cool que la musique classique continue de vivre à travers le talent d'une jeune femme de 37 ans. C'est un album qui m'a accompagné pratiquement toute l'année parce que je l'utilisais beaucoup quand je travaillais. Je trouve ça très beau, très juste, très technique et ça pourrait presque être des musiques de films. Donc aussi en ce sens, j'ai beaucoup aimé cet album. À la 9e place, Deceiver du groupe Dive. Troisième album de ce groupe qui s'était fait connaître en 2012 grâce à Oshin, leur premier album, qui pour moi fait partie des meilleurs albums de la décennie 2010-2019. À la base, Dive c'est du rock indé ambiance dream pop, mais pour ce troisième album, ils ont vraiment accentué le côté shoegazing et je trouve ça très réussi. Voilà, je suis vraiment fan de ce groupe, à chaque fois j'attends avec impatience leur nouvel album, il y en a déjà 3 et les 3 pour moi c'est un succès. À la 8e place, Bluebird de Rosno et Sanborn. Premier album d'un duo composé de Chris Rosno, qui faisait partie de Volcano Core, qui était un des groupes de Justin Vernon, et de Nick Sanborn, qui lui avait un groupe avec sa meuf qui s'appelait Sylvanesso. C'est un album d'ambiance, que des instrumentales, avec beaucoup de synthé, pas mal de guitare, et moi ça m'a fait penser à, encore une fois, comme pour Caroline Shaw, à des musiques de films. Je trouvais ça très beau, et c'était vraiment une révélation. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire par la suite. À la 7e place, Herculean House of Cards de Trey Gruber. Alors, cette histoire, elle est folle. En fait, Trey Gruber, c'est un mec qui était essentiellement un peu connu à Chicago dans la scène rock indé et qui est mort en 2017 à l'âge de 26 ans suite à une addiction à l'alcool et à l'héroïne. Ce mec, il avait jamais sorti d'album, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Parent. Et en fait, il avait juste enregistré en solo quelques démos qu'il gardait chez lui et quelques lives qu'il avait aussi, mais c'est tout, rien d'autre. Et du coup, en hommage, un label a réussi à regrouper ses démos, ses lives, ça fait 25 chansons en tout, qui étaient inédites, qui étaient juste jouées sur scène, et qui font désormais un album, et ça nous permet de découvrir le talent de ce mec, Trey Gruber. Il y a des sonorités très 60s, 70s, mais en même temps, il y a des trucs très modernes. Moi, j'ai découvert ça cette année, j'ai trouvé ça extraordinaire, et en plus, avec l'histoire qui est à côté, cette mort à 26 ans, etc., ça rajoute un peu de culte à cet album. Et voilà, c'est vraiment une des belles découvertes de l'année et c'est dommage de se dire qu'à l'avenir, on n'entendra plus jamais Trey Gruber et qu'il va falloir se contenter de cet album. À la 6e place, I de Bon Iver. Alors moi j'ai une énorme admiration pour Justin Vernon depuis le début. Tous ses albums sont des chefs-d'œuvre et celui-là est extraordinaire. Et en fait, ce qui est bien avec Bon Iver, c'est que plus on écoute ses albums et plus on les trouve fantastiques. Donc il y a des chances que je le réécoute encore et encore, et que dans 6 mois je me dise finalement c'était pas la 6e place, mais sûrement la 2e ou la première. Mais voilà, je trouve qu'il y avait un vrai changement entre son album en 2011 ou 2012, je crois, Bon Iver, qui s'appelait Bon Iver, et celui qu'il avait fait plus tard, 22 A Million, je crois. Alors que là, il n'y a pas vraiment de changement majeur entre 22 A Million et celui-là, donc il y a pas l'effet de surprise que j'avais eu entre les deux précédents. Mais voilà, ça reste un super album avec des compositions incroyables. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce qu'il va nous amener pour son prochain projet. À la 5e place, Odds Against Tomorrow de Bill Orcutt. Alors ça, c'est un de mes coups de cœur de l'année. Bill Orcutt, c'est un mec qui avait fondé avec sa meuf en 92 à Miami un groupe de noise rock qui s'appelait Harry Pussy. Depuis 98, il faisait quelques albums solo, pas trop, et celui-là, c'est un album instrumental que de la guitare. C'est vraiment très beau et encore une fois, c'est un album que j'ai beaucoup écouté pendant que je travaillais et que j'écrivais cette année. Il y a 2-3 titres que j'aime moins que les autres, mais dans l'ensemble, ça reste un album vraiment beau. À la 4e place, Duster du groupe Duster. Duster, c'était un band actif de 1996 à 2001 et qui avait complètement arrêté et qui 18 ans après sort enfin un nouvel album. Duster, c'est du post-rock slowcore avec des arrangements vraiment minimalistes et un côté hyper immersif et vraiment déprimant que j'adore. Voilà, perso, j'avais adoré les premiers albums de Duster, donc je suis très content qu'ils reviennent. C'est le genre de son que j'écoute à fond quand je marche dans la rue. J'aime bien rallonger mes chemins pour écouter les sons, puis partir dans mes pensées, imaginer plein de trucs, etc. Et Duster, c'est parfait pour ça. Je vous conseille d'écouter si vous ne connaissez pas, c'est vraiment cool. À la 3e place, Emily Alone de Florist. Florist, c'est le projet solo d'une femme qui s'appelle Emily Sprague et j'avais adoré ses 2 premiers albums. Là, elle revient avec un 3e qui, pour moi, est vraiment son meilleur. Florist, c'est très doux, c'est très souvent de la guitare-voix, c'est très fragile, très poétique.
C'est vraiment pour les sensibles. Et voilà, moi je trouve ça magnifique. Et en général, la guitare-voix, souvent on se dit, bon, bah, comment elle va pouvoir améliorer ça? Et en fait, chaque composition est de plus en plus technique, de plus en plus travaillée. Et cet album, pour moi, c'est vraiment la consécration de Floris. Voilà, encore une fois, c'est un album qui m'a beaucoup accompagné cette année. J'ai souvent écouté ça dans l'avion ou dans le train. Et c'est le genre de son qui te fait penser à autre chose, qui t'emmène ailleurs. Et si vous connaissez pas, je vous conseille vraiment d'écouter ça. À écouter de préférence avec sa meuf, ça marche à fond. À la deuxième place, House of Sugar de Sandy Alex J. Alors à la base son nom c'était Alex J, mais comme il y a une meuf qui avait déjà pris Alex J, il a été obligé de rajouter entre parenthèses juste avant Sandy. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'en 2017 je l'avais classé premier de mes albums préférés avec son tout premier album. Cette année il revient à la deuxième place pour son deuxième et je trouve ça toujours aussi magnifique. Ses compositions elles sont riches, variées, complètes et moi j'avais eu la chance de le rencontrer à l'époque où je faisais de la photo et c'est un type qui est assez intriguant, il est assez jeune, je crois il a 25-26 ans, il est très doué et quand je l'avais rencontré, j'avais eu affaire à un type qui est extrêmement timide, qui regarde pas dans les yeux, qui regarde ses chaussures. Et en fait, c'était assez déroutant parce que c'est un type qui a un talent immense. Quand je l'ai vu sur scène après, je me suis dit, bah en fait, ce mec, il a vraiment du génie en lui. Et pourtant, voilà, il se la pète pas, il est hyper timide. Et du coup, ça rajoute un peu à ce côté intriguant qu'il a, parce qu'il donne très peu d'interviews, etc. Et voilà, moi, je suis fan de ce mec. Je trouve qu'il est vraiment très fort. Il a sorti jusque-là 2 albums. Et ces 2 albums, pour moi, c'est des petits chefs-d'œuvre, quoi. Et enfin, à la première place, UFOF et Two Hands du groupe Big Thief. Alors, 2 albums à la première place, car cette année, ce groupe en a sorti 2 et a réussi l'exploit de sortir 2 albums extraordinaires. À la base de ce groupe, il y a une femme qui s'appelle Adrienne Lenker, qui fait donc de grandes choses avec Big Thief, mais qui a aussi à côté de ça une carrière solo et qui réussit tout ce qu'elle touche. Ces 2 albums sont des chefs-d'œuvre de rock folk, chaque titre a sa propre identité, et ce qui est intéressant, c'est que ces 2 albums se complètent. Moi, je serais incapable de savoir lequel est le meilleur. Pour moi, ils sont tous les 2 tout aussi bons. Et sortir comme ça 2 albums dans la même année qui sont tous les 2 incroyables, c'est hyper rare et c'est époustouflant. Et pour moi, c'était une des raisons principales pour mettre Big Thief à la première place de ce classement des meilleurs albums 2019. Voilà, je tiens à dire que tous ces albums et tous ces titres, j'en ai fait une playlist sur Spotify parce que si vous me suivez sur Instagram, vous savez que maintenant je fais des playlists, beaucoup m'ont demandé. Du coup, tout ce que j'ai cité là se retrouvera sur Spotify. Je vous mets les liens dans la description. Cette année, il y a aussi plein d'albums que j'ai beaucoup aimés et que j'ai écoutés. Et comme pour les films, je vais vous citer pêle-mêle, voilà, plein de groupes et d'albums que j'ai aimés cette année. Il y a eu des albums de Chad Cusack, de FKA Twigs, de Wise Blood, de Oso Oso, Angel Olsen, Bill Callahan, Girlpool, Jessica Pratt, Mannequin Pussy, Pine and Conjurer, American Pleasure Club, Roy Montgomery, qui a été aidé de Grouper, vous savez que j'adore Grouper, Lomelda, Aldous Harding, Great Grandpa, Vampire Weekend, Sharon Van Etten, et enfin Horse Jumper of Love, qui a sorti un album vraiment très cool, qui est signé chez Run for Cover Records, un label que j'adore. Voilà, 2019 c'est déjà terminé, l'année a été très belle pour Tell Sound de Click, il s'est passé plein de belles choses. L'année dernière, à pareille époque, je crois que vous étiez moitié moindre. Aujourd'hui, on se dirige vers les 500 000. Du coup, je tenais à vous remercier ici pour tout ça et surtout pour l'amour que vous m'apportez à travers vos commentaires, vos remarques dans les vidéos, enfin sous les vidéos, les tabs, les vidéos stores, ou même sur les réseaux sociaux. J'essaie de répondre à tout le monde, j'essaie de tout lire et voilà, j'essaie de vous rendre cet amour à travers des nouvelles vidéos, des nouveaux concepts. Je travaille sur plusieurs choses pour 2020. J'ai hâte de vous parler de tout ça parce que ça fait plusieurs mois que ça dure. Moi, je vous souhaite une très bonne année et on se retrouve le 15 janvier, je crois, pour un Tabs. Je ne sais pas encore si c'est un Tabs Jean Reno ou Jean Dujardin, j'ai pas encore tout compté. Mais en tout cas, on se retrouve le 15 et on se retrouve pour plein d'annonces et pour plein de nouveaux projets en 2020. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver. Je vous conseille de regarder les films que j'ai cités, je vous conseille d'écouter les musiques dont je vous ai parlé également. Et voilà, on se dit à très vite. Je suis pas très doué pour ce genre de truc, mais voilà, je vous aime très fort, à bientôt, ciao.